trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Genzi est à nos côtés, le directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudard. Bonsoir Vincent. Merci d'être là. Merci à Edmund Ching d'être avec nous également. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Vous êtes directeur global des investissements de BNP Paribas Wealth Management et Raphaël Thuin est également à nos côtés. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Raphaël, est-ce que Jérôme Powell va se sentir en danger ce soir par rapport à l'objectif de la Fed qui est de ramener l'inflation à une stabilité autour de 2% et au regard, ce que je décrivais en introduction, une détente spectaculaire des conditions de marché, des conditions de financement depuis un mois et demi maintenant à travers la baisse des rendements et l'envolée des marchés actions pour dire les choses simplement. Est-ce que c'est un problème pour Jérôme Powell à ce stade ? Oui, on va avoir une réunion intéressante. On peut imaginer que Jérôme Powell est dans une situation peut-être inconfortable. D'un côté, effectivement, l'inflation reflue, le cycle de désinflation continue, il est encourageant. Ça fait maintenant plus de 12 mois qu'il s'est enclenché. Et effectivement, on peut dire que les tendances sont bonnes et ont tendance à surprendre le marché dans le bon sens du terme. Donc ça, c'est un motif de satisfaction évident pour Jérôme Powell et pour les banquiers centraux. Et effectivement, c'était un curseur indispensable pour imaginer un potentiel pivot. En parallèle, vous l'avez dit, le marché s'emballe. Les conditions financières, donc l'accès au crédit, l'accès aux liquidités, se sont beaucoup détendues ces dernières semaines. Et de ce point de vue-là, on doit imaginer un Jérôme Powell qui est probablement moins confortable, moins confiant vis-à-vis de cette dimension-là. On a beaucoup dit que le marché faisait le travail de Jérôme Powell à sa place, avec des taux qui s'envolaient. Il n'y avait plus besoin de remonter les taux. On pouvait attendre et laisser faire le marché. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il va clairement avoir un discours qui sera un discours équilibré, on peut l'imaginer, mais peut-être un discours de prudence après ce mois et demi, ces 2 mois de détente spectaculaire. Jamais le mois dernier, les conditions financières s'étaient détendues à ce point dans l'histoire. Un discours de prudence pour peut-être ramener le marché à la réalité. La réalité, quelle est-elle ? C'est la réalité qu'il décrit à chaque fois. L'inflation va mettre du temps à descendre. D'ailleurs, on peut remarquer qu'elle continue à refluer, mais peut-être plus doucement. On a vu que l'indice des prêts à la consommation hier aux États-Unis était assez stable. Et il est stable depuis juin, donc on sent que ça va mettre du temps. On sent que certains indicateurs continue à être résilient autour des services. On en parle beaucoup, mais les prix dans les services ne baissent pas. L'inflation dans les services ne baisse pas. Donc, clairement, le combat n'est pas gagné. Et puis, si vous regardez, vous mettez à la place de ce pauvre Jérôme Powell, effectivement, des conditions financières qui se détendent très vite, des taux sur le marché qui ont beaucoup baissé, des loyers qui restent très élevés aux États-Unis, le Bitcoin à 42 000. Bref, il y a beaucoup de raisons de dire, attendez là, on ne va pas se précipiter. Donc, peut-être que si on devait parier, un discours plutôt sur la prudence serait envisageable. Ouais. Vincent, qu'est-ce que vous attendez de la communication de Jérôme Powell ce soir et de ce que ça impliquera pour les investisseurs ? On ouvre évidemment le sujet à 2024, puisque quand même le pivot prend forme, le pivot des banques centrales prend forme. Reste à savoir, au-delà du timing et du calendrier, qu'est-ce qui motivera, quel schéma macroéconomique amènera la Réserve fédérale américaine à baisser ses taux ? Dans quel environnement macroéconomique la Fed prendrait la décision de baisser ses taux ? Et de quel montant ? C'est-à-dire, quelle va être l'ampleur de ce cycle de baisse de taux que tout le monde attend désormais pour l'an prochain ? J'ajouterais 2 choses à ce qu'a dit Raphaël concernant Jérôme Powell. Je m'associe tout à fait à ce qu'il a dit. Je pense que ce qu'on a du mal à imaginer, c'est comment la Fed ressent le climat actuel. C'est un climat qui est encore dans le sens de l'inflation ou dans le sens de la poursuite de la désinflation. La désinflation est là, mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est le plateau. Le corps, il est encore à 4%, il y a des choses qui résistent, comme le logement aussi, donc c'est ça. Le logement tel que mesuré dans le CPI américain. Non mais, voilà, je absolument. sais, c'est une précision importante. Oui. Donc, l'équivalent des loyers, entre guillemets, mais pour les propriétaires. Donc ça reste une tendance encore assez lourde. Donc, est-ce que la Fed et Jérôme Powell considèrent que le combat est terminé ? Je crois que non. Parce qu'il y a ces tendances-là, même la croissance des salaires, on est toujours sur 4% à peu près, donc on n'est pas à 2%. Donc je crois que le combat n'est pas terminé et ça, il va le marteler. Même en reconnaissant qu'il y a des progrès qui ont été faits et qu'eux-mêmes ont probablement été surpris. Après,
Ce que les marchés vont sans doute regarder de près, c'est les dots. Ça, c'est les prévisions économiques de la Fed qui sont publiées tous les 3 mois. Et par rapport aux derniers qui ont été publiés au mois de septembre, il s'est passé quand même quelques petites choses avec une inflation qui a baissé. Et donc on va voir si la Fed acte déjà la baisse de l'inflation plus rapide et est-ce qu'elle va abaisser ses dots et à quel rythme. Bon. Ça, ce sera un outil de communication pour la Réserve fédérale américaine. Ça va être un outil, ça l'est toujours, mais là, effectivement, comme il s'est passé un certain nombre de choses, ils vont mettre l'accent là-dessus. Et je pense que les marchés vont aussi regarder, parce que les marchés price peut-être 125 points de base sur 2024. On va voir tout de suite si les dots de la Fed viennent à la hauteur du marché ou non. Et là, je n'ai pas la réponse. Je pense que ce sera moins que ça. Et d'ailleurs, il y a le consensus du marché, puis il y a le consensus des stratégistes, et les stratégistes se disent tous, ça ne va pas aller aussi vite que ça. Bon, alors, est-ce que ce sera considéré comme une déception par le marché ? Peut-être pas. Enfin, ça dépend de qui sur le marché. Moi, ce que je crois, c'est que même si au niveau de la politique monétaire, il y a un petit peu de déception, on se dira, bon, c'est reculer pour mieux sauter. Et puis si l'économie va un tout petit peu moins bien, ils baisseront plus. C'est ça qui fera l'ampleur. C'est-à-dire les composantes de l'économie qui font encore de l'inflation ou non, mais aussi l'allure de l'activité, est-ce qu'elle ralentit ou est-ce qu'elle reste résiliente. La deuxième chose, c'est l'évolution des taux longs. Parce que là, la forte baisse qu'on a vue, dont on parlait tout à l'heure, ça a commencé par les taux longs qui sont passés de 5 à 4,20. Et si on imagine que les dots de la Fed restent à 4, comme ce que price le marché, bon, peut-être que les taux longs vont rester à ce niveau-là, mais si les dots de la Fed sont à 4,5 pour fin 2024, il faudra peut-être réajuster un petit peu le marché obligataire. Donc, une des réactions que l'on pourrait avoir sur la partie obligataire, c'est un petit retracement du mouvement de baisse des taux qui me semble quand même enclenché, mais qui va sans doute un petit peu vite. Et on verra derrière si des actions... Mais je pense que les actions tiendront un petit peu mieux. Elles sont dans un monde à part, les actions aujourd'hui. Non, dans un monde à part, mais... On y reviendra. On y reviendra. Mais... Vos commentaires, Edmund, sur ce qui se passera tout à l'heure et comment est-ce que vous comprenez la fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine ? Non, mais dans cette idée du pivot, c'est-à-dire qu'est-ce qui va amener la Réserve fédérale américaine à enclencher une première baisse de taux ? Est-ce que c'est simplement la poursuite d'un mouvement de désinflation encore devant nous ? Il y a peut-être encore de la place et du potentiel. Janet Yellen s'exprime en ce moment. Elle semble dire qu'il y a un schéma cohérent pour elle qui doit voir l'inflation continuer de baisser encore devant nous. Ou est-ce que ce sera à cause d'un accident économique, c'est-à-dire un lending plus dur que prévu, voire d'un accident financier ? Je sais qu'on n'en parle plus depuis SVB, mais les taux directeurs ont continué de monter après SVB aux États-Unis. Oui, je pense qu'on va continuer de voir une tendance désinflationniste plutôt pour les prochains mois, mais aussi un ralentissement net de la croissance économique aux États-Unis, c'est déjà le cas. Si on regarde le quatrième trimestre de la prévision, on est aux alentours de 1% annualisé, on était à quasiment 5% pour le troisième trimestre. Donc effectivement, c'est déjà un ralentissement assez important en cours. Et si on voit la même chose encore une fois, au premier trimestre de l'année prochaine, ça va quand même conforter la Fed un peu. Mais bon, tout cela dit, c'est vrai qu'on a passé de 5% en 4,20, c'est quand même un mouvement énormissime. Je pense qu'il faut se calmer un peu. Non, mais c'est frustrant pour moi, parce que là, j'ai essayé de pousser tous nos clients à acheter les portefeuilles obligataires. À 5%. Personne n'en voulait. Ils n'ont pas fait, et maintenant, c'est pas le même... Mais parce qu'à 5%, on entendait des gourous nous dire ça va à 6, ça va à 7. Ouais, voilà, mais on a poussé. Bon, ils ont acheté un tout petit peu, mais le problème maintenant, on se retrouve à 4,20. Et là, c'est plus le moment d'acheter à 4,20 alors. C'est moins intéressant, évidemment. C'est moins intéressant, voilà. C'est plus risqué. C'est plus risqué. Voilà, le risque rendement, le racine, c'est pas le même. Donc, c'est un peu frustrant. Qu'est-ce qui va... Parce que sur le mouvement qu'on observe depuis un an, c'est quand même, encore une fois, alors ce phénomène de désinflation immaculée, l'idée que la désinflation est allée plus vite, y compris ces derniers mois, que la dégradation de l'économie. Ouais. Dans la phase devant nous, Edmund, est-ce qu'on est toujours dans cette idée-là ? On sera plus surpris par la baisse encore de l'inflation que par la dégradation de l'activité macroéconomique ? Ou est-ce qu'à un moment, c'est la dégradation macro qui ira plus vite que la baisse de l'inflation ? C'est possible, ça dépend de la consommation domestique aux États-Unis qui se tient
assez bien pour l'instant, mais on va voir après Noël comment ça marche. Parce que déjà, on voit les petits changements de tendance, les consommateurs qui sont un peu plus sensibles au niveau de prix maintenant pour la première fois. Donc, ils attendent, par exemple, Black Friday, Cyber Monday pour acheter les biens moins chers. Sinon, ils n'achètent pas. Ben oui. Mais qui est quand même assez logique, psychologiquement, mais ça a quand même un impact sur la croissance. Parce que la croissance aux États-Unis, c'est comme 70% la consommation. Mais ça va obliger les entreprises à revoir leur politique de prix. C'est très bien ça. Je reste très optimiste sur l'évolution des marchés boursiers pour l'année prochaine. On est positif, on est toujours positif, on était positif, on reste positif. Cela dit, je me méfie un peu de l'évolution des marges de rentabilité des sociétés parce que maintenant, ça va être dans les prochains mois de plus en plus difficile d'augmenter encore plus les prix ou même maintenir les prix assez hauts. Avec un consommateur qui devient un peu plus sceptique, sensible au niveau du prix. Donc ça se voit déjà avec Nestlé, avec Unilever, les producteurs alimentaires qui commencent à souffrir un peu. Avec les volumes en baisse. Donc, ils ont bien profité l'année dernière avec les... Mais ça veut dire ça que l'inflation tirée par les marges va disparaître. Exact. Donc, ça aura des effets pour les entreprises. Pour certains secteurs, pour certaines entreprises, ça va avoir un impact négatif sur la rentabilité. C'est évident. C'est évident. Donc, peut-être c'est pas tout le marché qui continue à profiter. Ça va être des segments différents qui vont souffrir. Mais peut-être le secteur technologie qui va attirer le marché à l'os. Mais des autres secteurs qui peut-être vont souffrir encore plus. Et on n'a même pas parlé de cette vague de refinancement de l'endettement qui aussi va continuer tout le long de 2024 et 2025. Avec un niveau de financement plus cher qu'avant. C'est aussi pesé sur la rentabilité. Parlons de l'investissement, effectivement. Comment vous regardez, alors peut-être les marchés actions pour 2024, Raphaël, partant des éléments que développait Edmund, l'idée des marges, des bénéfices. Est-ce que ce seront le côté bénéficiaire des entreprises? Est-ce que ce sera un soutien, le facteur de soutien encore pour les marchés actions l'an prochain? Est-ce qu'il faut trouver des soutiens à travers la baisse des taux, par exemple, ailleurs? Et est-ce que c'est des soutiens qui permettront d'attendre des retours positifs des marchés actions l'an prochain? C'est une bonne question. Quand on fait un pas en arrière et qu'on regarde le contexte global de ces dernières années, nous sortons doucement d'une espèce de bulle de croissance, en particulier de profitabilité pour les entreprises, liées au Covid, au plan de soutien, aux politiques monétaires très accommodantes, qui fait que la profitabilité des entreprises a explosé. Non seulement d'ailleurs les chiffres d'affaires, en Europe on était à plus 17% en 2021, plus 18% l'année dernière en chiffre d'affaires, on est en gros flat cette année, donc explosion des chiffres d'affaires grâce au matelas Covid et hausse des prix. Les marges ont explosé, on était à 10, 11, 12% avant le Covid, aujourd'hui on est à 15%. Donc explosion des marges et explosion des bénéfices par action. J'ai cette stat en tête qui m'amuse et je vais vous la partager. Si vous regardez les bénéfices par action en Europe du pic de 2007 au pic de 2019, donc sur 12 ans, sur cette totalité de 12 années, le bénéfice par action en Europe a fait plus 2%. Il ne s'est rien passé. Si vous regardez de 2019 à aujourd'hui, fait plus 51%. Donc on est sur des phénomènes, des trajectoires qui ne sont pas tenables sur le long terme. On doit normaliser. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté. On a vu des grands économistes, des grands banquiers, y compris centraux, qui ont parlé de cette normalisation. Et elle arrive. Elle arrive parce que le matelas Covid commence à s'amenuiser, et vous en parliez, parce que les conditions de financement sont difficiles, le capital d'achat, etc. Or, si vous regardez ce que nous racontent les anticipations de marché, on n'est pas du tout sur cette normalisation. On est même plutôt sur une réaccélération. Des profits? Des profits, même de la croissance. Oui. Vous prenez les anticipations du FMI, on est à plus de 1% de croissance en Europe et aux États-Unis, 1,5% je crois. La BCE dit 1%, donc accélération comparée à cette année. Sur les bénéfices des entreprises, on n'a pas eu de récession des bénéfices cette année, on était à 0. L'année prochaine, on attend plus 11% aux États-Unis, plus 7% en Europe. Donc il n'y a pas de normalisation. Et lorsque vous regardez les trajectoires très long terme des BPA, par exemple, pour les entreprises, on voit qu'effectivement, on est sorti de la trajectoire à la suite du Covid. Et si vous regardez les anticipations, on y reste. On continue jusqu'à la planète Mars.
Donc, peut-être que cette fois-ci sera différente. Peut-être qu'il y a quelque chose qui justifierait, je ne sais quoi, mais quelque chose qui justifierait que ça y est, on rentre dans un boom de productivité. Un boom démographique, peut-être, j'en sais rien. Rien de tout ça, dans ce cas, n'est évident. Si ce n'est pas le cas, à un moment, il va falloir normaliser. Et peut-être notre pari, et c'est pour ça qu'on est plutôt prudent, c'est que la normalisation, elle va arriver dans un contexte de taux contraints, de financement contraint. Le risque de trou d'air existe. Et je rajouterai un dernier point. Les récessions, ça arrive rarement en s'annonçant trop longtemps à l'avance. Les récessions, ça surprend. Il y a un effet trou d'air dans les récessions. L'activité, c'est pas linéaire. C'est pas linéaire. Donc attention, le marché nous semble très optimiste aujourd'hui compte tenu du contexte. Dans cette histoire des profils, qui va le plus souffrir de la normalisation? C'est-à-dire que dans les plus 11% de profits d'IPS attendus l'an prochain aux États-Unis, quelle est la part qui est liée à la bulle des profits, qui est captée par un petit groupe de valeurs qu'on appelle les 7 magnifiques, les GAFAM, etc., par rapport au reste du marché pour lesquels le même sort n'a pas été réservé, notamment pour cette année 2023. On sent qu'il va y avoir une dispersion très forte aussi derrière ces chiffres un peu moyens. Ouais, dispersion très forte, c'est la clé, vous avez raison, et on y est là. La dispersion, elle est gigantesque depuis de longs mois maintenant. Elle va probablement perdurer. Nous, notre avis, c'est que le cycle qui s'ouvre dans les années 2020, dirons-nous, sera différent du cycle précédent. Le cycle précédent, c'était un cycle de compression des primes de risque, manipulé, dirons-nous, par les banques centrales, où en gros, la meilleure stratégie, c'était de maximiser le risque, d'acheter tous les points bas et de faire de l'ETF. Et que dans le cycle qui s'ouvre à nous, qui sera un cycle où les taux vont probablement être plus élevés, et on le dit, mais on n'est pas les seuls, c'est ce que raconte le consensus aussi, où l'inflation risque de se maintenir à des niveaux plus élevés, où le capital sera plus cher, les bulles spéculatives risquent de se dégonfler, et peut-être un retour de la value, de l'économie réelle, de l'industrie, de ces tendances qui avaient un petit peu sous-performé sur les 10-15 dernières années. Les actifs réels, comme on dit. Actifs réels, par exemple. Tout ça, c'est des bons paris à faire à un moment où ils ne sont pas très chers comparés à d'autres valeurs. Même si on passera en 2024, sans doute, par une phase de détente des taux et potentiellement d'expansion de multiples à nouveau. Enfin, dans cette vision que vous décrivez long terme, il y aura de toute façon des mini-cycles aussi. Alors oui, ça faudra gérer. Expansion de multiples, on peut argumenter parce que certains sont déjà très élevés. Et si effectivement vous révisez vos attentes de résultats à la baisse, tout d'un coup, vos multiples sont beaucoup plus chers que prévu. Je comprends. Donc à débattre. Bon. Les moteurs actions de l'an prochain, Vincent, entre la baisse des taux, les espoirs de baisse de taux qui font peut-être pas une stratégie complète et les anticipations de bénéfices, qu'est-ce qui va pouvoir soutenir les marchés actions et est-ce qu'on peut attendre des retours positifs à nouveau pour les indices actions? Je reste quand même assez prudent parce que on voit bien que les marchés vont rester sous contrainte. Ce sera soit une contrainte au niveau des taux qui éventuellement baisserait moins rapidement, soit une contrainte au niveau de la croissance qui éventuellement flanchera un petit peu. Les phases de hausse aussi fortes que celles qu'on a connues ont généralement été suivies quand même d'un creux d'activité. Ce n'est pas une récession sur l'année. Et si ces deux points se passent bien, c'est peut-être au niveau des marges qu'on souffrira. Donc on voit bien que plus les marchés montent, plus le potentiel qu'on pouvait se garder pour l'année prochaine se réduit, voire s'annule complètement. Bon. On va regarder des taux qui vont rester un petit peu plus élevés. Le monétaire ne va pas s'effondrer. Et donc, je pense que l'alternative, elle va être quand même assez présente. Et donc, je ne suis pas certain qu'on ait des marchés tendanciels. Je me demande si on ne va pas rentrer dans une phase pour quelques années aussi de marchés plus stagnants, avec moins de performance, mais de la volatilité qui reviendra. On nous disait tout à l'heure que la volatilité était très basse. Et à l'intérieur de ça, le marché qui va refaire un petit peu son travail d'ajustement et de stock picking. Quand on a des marchés sans tendance, c'est moins la période d'avoir des ETF, mais c'est effectivement les boîtes qui sont soit des GARP, soit des value, soit des valeurs qui ont été injustement matraquées, dont les PE sont devenus très très faibles. Je pense qu'il y aura un petit peu de tout ça dans la recherche de performance. Donc une diversification qui permettra de se couvrir à la fois contre les déceptions sur les taux, sur la croissance et sur les décroissances des résultats qui seront probablement revues à la baisse par les analystes. On a une prime de risque qui n'est pas encore très élevée, donc je pense que la prime de risque sur les actions, donc elle peut encore se comprimer. Mais cette compression de la prime, je la vois bien sûr dans une phase de confiance
par définition. Donc c'est peut-être dans le mouvement actuel. La hausse que nous voyons depuis quelques mois, c'est vraiment la baisse de la prime de risque ajoutée à la baisse des taux. Si ce mouvement continuait encore quelques temps, ça se ferait effectivement par la baisse de la prime de risque. Mais si la phase suivante, c'est une inflation qui arrive sur un plateau trop élevé, parce qu'on ne connaît pas encore ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'évolution de l'inflation. Si l'inflation reste calée entre 3,5 et l'accord, entre 3,5 et 4 pendant quelques mois, on peut oublier un petit peu la baisse rapide de la Fed. Donc là, il y aura des déceptions sur les taux, mais peut-être qu'en contrepartie, on se dira l'économie va être un peu plus résiliente. Mais s'il y a au niveau de l'activité effectivement une rupture, là, il n'y aura plus de baisse de la prime de risque. La prime de risque, elle remontera. Hein. C'est le pire scénario, avoir une économie qui stagne et une inflation qui ne serait pas revenue encore à un niveau suffisamment confortable. Sans sortir le concept de stagflation, mais Oui, mais si la croissance ne s'effondre pas plus que ça, on peut tenir encore. Je crains beaucoup plus le phénomène de rupture. C'est vrai que c'est rarement linéaire. Hein. Et de toute manière, chaque récession, on a eu la phrase dans les journaux que je t'ai déjà citée quelques fois, mais que fait la Fed ? Et c'est là que les marchés s'inquiéteront. Bon. Après, c'est vrai qu'on cherche des ruptures. Mais il n'y en aura peut-être pas. Non, mais vous êtes une génération d'investisseurs marquée par la grande crise financière, malgré par la crise des dettes souveraines en zone euro. Donc, on cherche à chaque fois une rupture comme celle qu'on a pu vivre dans le passé. Qui sera le prochain Lehman ? On en a tous parlé pendant SVB. Au final, l'enseignement, c'est quand même que le système financier, que le système bancaire est un peu différent, que les fragilités, en tout cas, sont peut-être plus les mêmes que celles qu'on avait il y a 15 ans, de ce point de vue-là. Donc, de toute manière, on est incapable de savoir quel sera le Black Swan de l'année prochaine, par définition. S'il y en a un. Ce que vous dites, parce que, effectivement, quand vous regardez, nous, on se base beaucoup sur ce qu'on a vu dans le passé, sur l'historique. C'est humain. Effectivement, l'historique, c'est que les soft landing, ça n'existe pas vraiment. Pas vraiment. C'est rare. Alors peut-être que cette fois-ci sera différent. Et c'est possible. Effectivement, on a tous été surpris de la résilience des entreprises, la capacité de maintenir les bénéfices, de cette capacité pour les taux d'intérêt d'augmenter sans trop de casse jusqu'à présent. Donc peut-être que ça sera différent. Le soft landing, c'est rare, mais Lehman aussi, c'est rare. Non, mais tout est possible. Mais si vous regardez derrière vous avec un peu d'humilité en vous disant qu'est-ce que nous racontent les épisodes précédents, il y a des raisons d'être inquiet. Ceci étant, quand on analyse tous les facteurs qui ont contribué à la résilience de l'économie, que l'on ne connaît pas au moment où ça se passe, mais avec un peu de retard, un décalage, tout ça est bien analysé, tous ces facteurs-là, ils sont quand même en train de s'émousser. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres facteurs de résilience qu'on n'a pas encore vus. Edmund, sur l'investissement action, donc vous disiez toujours positif à ce stade, vous l'avez été tout au long de l'année, il faut l'être encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fonde encore votre optimisme ou le côté constructif que vous gardez sur les actions et qu'est-ce qui vous ferait changer d'avis peut-être à un moment en 2024 ? Déjà, je trouve qu'il y a plusieurs marchés actions qui restent assez peu chers. En Europe, par exemple, le Royaume-Uni qui souffre énormément en ce moment, le Japon, on parle des pays émergents, soit l'Amérique latine, soit bien sûr la Chine, est très peu cher. Tout le monde déteste la Chine aujourd'hui, mais les actions sont très peu chères. Même les grandes sociétés technologiques en Chine, style Alibaba. Si on compare Amazon avec Alibaba aujourd'hui, on a plus de croissance chez Alibaba, mais en termes de valorisation, il n'y a rien à voir entre les deux. Amazon est très cher et Alibaba très peu cher, à cause de cette prime de risque spécifique à la Chine. Donc, je trouve qu'il y a plein de choses à acheter en ce moment. C'est vrai, s'il y a un accident, ce sera probablement aux États-Unis, qui est un problème pour les marchés actions, parce que si on regarde le marché actions mondial, il est quand même dominé à 70%. Le marché actions américain est plus fragile que les autres aujourd'hui. Je pense, parce que si on regarde le Magnifique 7, on a des niveaux de valorisation qui sont très chers. Et en même temps, si on a les 7 composants, il y a quand même quelques composants. Ils ne sont pas si chers que ça. Oui, mais on a moins de croissance. Hein. On a moins par exemple, Amazon. Hein. Oui. Ce que je crains, par exemple, Amazon... Même Apple a plus de croissance sur les derniers trimestres. Voilà, et iPhone 15, ils ont du mal à faire pousser les volumes comme avant. Le moment que je regarde la publicité d'Apple, qu'est-ce qu'il parle ? Il parle de titane. Qui achète un téléphone portable parce que... Mais est-ce qu'on achète en titane ? Est-ce qu'on achète, non, franchement, est-ce qu'on achète encore Apple à cause de l'iPhone, Edmund ? Moi, j'ai l'impression qu'on achète Apple pour
d'autres raisons aussi. Alors, les services ou la trésorerie qui est placée à 4,5-5% et qui fait 1 milliard ou 1,5 milliard de résultats nets chaque trimestre automatiquement. C'est vrai, c'est machine à cash. Mais cela dit, ça reste quand même très cher. Il y a très peu de croissance en ce moment. Et c'est la même chose chez Amazon. Donc même dans la Magnifique 7, il y a quelques-uns qui ont beaucoup de croissance, comme Nvidia. Ça marche très très bien. OK, on peut discuter de la niveau de valorisation, que je ne comprends pas, franchement. Mais en termes de croissance, très bien. Mais il y a des autres où... Et ce n'est pas des boîtes qui vont retrouver un momentum de croissance l'an prochain. C'est pas évident. C'est pas évident. D'accord. C'est pas évident. Et donc pour moi, j'ai du mal. J'ai du mal avec ça, avec ce marché qui domine le marché mondial. Donc je préfère regarder le monde ex-US. Et ce sont des endroits où je trouve, par exemple, on parle des les small mid-cap. Honnêtement, ça c'est un segment très très peu cher partout dans le monde. Et ça, vous avez envie d'être investi sur ces marchés-là, ex-US, comme vous dites, pour alors l'horizon action traditionnel, j'avais plus de 5 ans, j'ai envie de dire, ou est-ce que c'est des marchés qui peuvent payer en 2024 ? Et dans quel D'accord, l'environnement de 2024 peut permettre à ces marchés-là de payer. Par exemple, pour le Japon, je vois qu'il y a toujours un changement structurel en cours qui est toujours assez peu apprécié par la plupart des investisseurs étrangers, qui sont déjà toujours, même après la belle performance des indices japonais cette année, ils sont toujours sous-exposés au Japon pour l'instant. Tout le monde préfère acheter les États-Unis parce qu'on comprend bien cette histoire de croissance d'NVIDIA et l'intelligence artificielle, blablabla, OK, mais personne apprécie les grands changements au cœur du Japon. Et le risque de voir une banque du Japon peut-être tenter de normaliser sa politique monétaire à un moment. Non, mais ce serait serait du bruit plus qu'autre chose pour le marché japonais. Je pense que le banque du Japon peut aller très très lentement. C'est déjà le cas. Le nouveau gouverneur, il va pas faire des vagues. Donc, et honnêtement, si on regarde le yen japonais, il est énormément sous-valorisé par rapport aux autres devises. Mais si on regarde en termes de PPP, on est peut-être 25% en dessous du niveau du fair value quoi, à long terme. Parité de pouvoir d'achat. Donc même si ça remonte un tout petit peu, ça va. C'est pour ça qu'on a peut-être aussi des raisons d'être un tout petit peu plus prudent sur le Japon après la hausse qu'on a connue, parce que si le yen se renforce, on sait que généralement ça pèse un petit peu sur le Japon, qui reste un pays très exportateur. Donc le tissu japonais souffrira. C'est pour ça que moi je serais un petit peu moins... je suis un des rares à avoir fait un peu de Japon chez nous, et bon, je commence à être un petit peu moins bullish. Moins agressif à cause de l'impact de la hausse du yen. Nikkei a pris quasi 30% peut-être cette année, 25-30% en devise locale, évidemment. Sur les marchés qui vous intéressent un peu plus spécifiquement, peut-être dans l'univers action, alors puisqu'on parle de ce qui est pas cher, il faut qu'on parle des small caps. Est-ce que c'est suffisamment pas cher? Est-ce que ça peut l'être toujours plus? Non, les small caps, c'est vrai qu'il y a une question de valorisation. Et on voit aussi que depuis un mois et demi, elles ont quand même rebondi. Donc, enfin, tout a rebondi, de toute manière. Oui. C'est ça qui était assez satisfaisant. C'est pas uniquement les Magnificent Seven. Sauf le pétrole, on pourrait en dire un mot. Oui, je parle de la partie equity. Donc, ça montre qu'il y a quand même une prise de conscience. C'est comme l'immobilier, les foncières. Il y a une prise de conscience de la valo et du fait que si on a vu un point haut sur des taux lots à 5%, ça vaut peut-être quand même le coup de se réintéresser. Il n'empêche que je pense que les flux mettront un petit peu de temps à revenir. Donc, pour moi, les small caps, c'est quand même un pari sur une accélération de la croissance économique. Et je n'ai pas encore envie de jouer ça. Je préfère... C'est pas en première ligne pour vous dans une stratégie. Mais on sait qu'il faudra y être. Si le soft landing est vraiment réussi et accompli et qu'on a une phase de croissance, encore une fois, d'amplification de la croissance, parce que là, on est quand même dans une phase de modération de croissance. Il y a de la croissance attendue l'année prochaine, mais c'est moins que cette année. Et même au niveau mondial. Donc, oui, alors Raphaël disait réaccélération, mais réaccélération par rapport au point bas de croissance qu'on a en cette fin d'année 2024, parce que les US vont être à plus de 2% de croissance sur 2023. Oui, mais ce sera beaucoup. Oui, mais ce sera beaucoup moins. Ce sera moins l'an prochain. Oui, d'accord. Donc, est-ce qu'il y aura un creux?
voilà. Ou est-ce qu'on va éviter ce creux et se dire, bon, ben voilà, il y a une nouvelle histoire, l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle TMT, pourquoi pas. Peut-être pas de la même ampleur quand même. Donc voilà, si on repart sur un cycle économique, enfin, où tout le monde se dit, voilà, c'est un cycle économique qui se prolonge, mais qui repart, à ce moment-là, il est clair qu'il faut probablement jouer les il n'y a pas encore cette visibilité pour vous aujourd'hui. Non, donc je crois qu'il faut être... J'aurais pu vendre des small caps aujourd'hui, ça c'est certain. C'est trop peu cher. Mais est-ce qu'il faut miser dessus? C'est comme les pays émergents, c'est vrai pour la valo. Quoique la valo, elle est très variable, parce que vous avez l'Inde qui a beaucoup mieux performé, vous avez le Brésil qui n'a pas fait si mal que ça. En fait, c'est la Chine qui pèse énormément. Et là, la prime de risque, je pense qu'elle ne va pas disparaître tout de suite. Surtout qu'il va se passer quelque chose au mois de novembre l'année prochaine aux États-Unis et que ça peut encore peser sur la prime de risque de la Chine, si Trump est réélu. Donc, je reste un peu dubitatif sur les pays émergents. Donc, je maintiens un pari quand même sur la partie américaine pour la visibilité, la qualité du tissu industriel et du tissu technologique. Même si c'est cher, on n'est pas encore de niveau de bulle absolu. Sur l'Europe, je ne suis pas surpondéré sur l'Europe, mais grosso modo sur la partie action, je suis équilibré. Neutre. Dans gestion équilibrée, on est grosso modo à 50, avec une petite surpondération sur la partie américaine. Dans l'idée de la normalisation, est-ce qu'on peut avoir aussi ce qu'on appelle un retour à la moyenne pour des classes d'actifs comme les small caps? Est-ce que c'est envisageable ou est-ce qu'il y a un problème structurel, peut-être comme pour la prime de risque sur la Chine? Est-ce qu'il y a désormais quelque chose de structurel qui s'est installé sur ces marchés et qui limite peut-être le potentiel de revalorisation? Oui, alors le cauchemar de l'investisseur, et on l'a tous fréquenté un jour ou l'autre malheureusement, c'est le value trap. C'est-à-dire, c'est pas cher et ça reste pas cher pour toujours. On parlait du Japon, on parlait de la Chine. J'aime bien cette stat de la Chine. Le MSCI China, entre 92, date du lancement de l'indice, et aujourd'hui, il a fait 0%. Donc on parle de value trap. Clairement, la valeur ajoutée du tissu productif chinois, il finit pas dans la poche de l'actionnaire aujourd'hui. Est-ce qu'on a des value traps autour des small et mid cap, autour du Royaume-Uni? À voir. Probablement qu'il y a des choses à faire aussi. Nous, on aime bien l'Europe, on se renforce sur l'Europe. On était historiquement plutôt investi sur les US, parce que c'est là où il y avait la croissance, évidemment. L'année prochaine, il y aura match en termes de croissance entre les US et l'Europe. Cette réaccélération, elle est anticipée par les marchés en Europe en particulier. Et c'est vrai que restockage, salaire réel positif, etc. Il y a aussi des choses positives pour l'Europe devant nous. Des grandes tendances qui s'ouvrent à nous dans cette nouvelle ère, cette nouvelle décennie, sur lesquelles l'Europe sont raisonnablement bien situées, autour de la santé, de la transition énergétique, du luxe, pourquoi pas aller. Tout ça, c'est des choses qui peuvent bénéficier du marché européen. Ce retour de la value... sur lequel on peut parier dans un monde, encore une fois, où les primes de risque sont plus larges et où les taux sont maintenus à des niveaux plus élevés, la value peut avoir aussi sa carte à jouer. Et tout cela à un moment où l'Europe est très décotée comparée aux États-Unis. Elle n'a jamais été aussi décotée en termes de multiples de valorisation qu'aujourd'hui. Donc il y a de la place pour effectivement qu'on ait une reconvergence de l'Europe. Ça, c'est quelque chose qu'on va regarder. Et puis globalement, mais là c'est assez ennuyé ce que je vais dire, être prudent, on l'a dit, se concentrer sur des tendances de long terme qui permettent d'avoir des sources de croissance à un moment où la croissance va se faire rare, va être plus locale. Probablement un monde où moins de croissance, un peu moins hyper optimisé. Ces tendances, il y en a plein, à vous de les choisir. Chez nous, on va faire effectivement de la transition énergétique, la souveraineté européenne, c'est quelque chose qui nous agite beaucoup en ce moment. On peut parler du luxe, qui est aussi une autre méga tendance peut-être. L'accès des pays émergents aux classes moyennes, à la consommation, quantité de choses à faire, où là encore, il y a des acteurs européens qui sont moins chers et ont beaucoup de croissance devant eux. Donc c'est plutôt ça qu'on va regarder. Sur l'Europe, Edmund, je reviens aux banques centrales, mais comment vous voyez la séquence Fed, BCE l'année prochaine? Est-ce que la BCE va essayer de coller au plus près de ce que fait la Fed et de son calendrier, sachant que les situations peuvent apparaître différentes de part et d'autre de l'Atlantique? Est-ce que la BCE pourrait prendre une forme de leadership dans les baisses de taux? Il y a une pression qui monte en ce sens-là chez les investisseurs, notamment européens, de dire que la BCE a le narratif parfait pour ne pas attendre la Fed dans les baisses de taux. Non. Je pense que la Fed va prendre le lead comme d'habitude pour une raison très simple. Effectivement,
les règles ne sont pas les mêmes pour les deux banques centrales. Pour la Réserve fédérale, il faut quand même regarder à la fois le taux d'inflation, ils ont un objectif, mais aussi la croissance en termes d'emploi. Mais pour la BCE, ils ne regardent que de l'inflation. Ça reste encore aussi vrai aujourd'hui. Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui. La BCE a un peu plus de 20 ans quand même maintenant, donc elle a eu le temps de grandir aussi dans sa pratique des choses. Ils vont attendre la Fed, c'est la Fed qui va bouger tout d'abord. Peut-être la BCE va suivre tout de suite après. Selon nous, c'est ça. Ils vont simplement bouger le jour après, ou plus ou moins. Mais ça peut. Est-ce que ça peut être oui, mais est-ce que ça peut impliquer un scénario un peu douloureux pour la zone euro? C'est-à-dire que si la Fed, dans un scénario de résilience continue de l'économie américaine, décale encore un peu plus dans le temps ses baisse de taux à partir de juin, voire peut-être septembre. Est-ce que la BCE pourra attendre jusqu'à septembre si la Fed n'est pas en position de couper ses taux avant septembre prochain? La Fed va bouger avant septembre, à notre avis. C'est plutôt soit mars, soit mai. Et donc après, la BCE va suivre tout de suite après, à notre avis. Mais n'oubliez pas que la Fed, le point de départ, c'est 5,50 pour le taux directeur. Oui. Donc ils peuvent baisser beaucoup plus que la BCE, où on commence à 4% seulement. Oui, enfin, donc 0,50 pour nous, 4%, c'est quand même... Ce qui est un petit peu plus positif par rapport au discours qu'on avait il y a quelques mois, c'est que la désinflation a été quand même assez soutenue aussi en Europe. Ouais. Donc, la BCE a moins de raisons d'être autant faucon qu'elle l'était par le passé. Donc on peut espérer effectivement qu'elle suivra d'un peu plus près ce que fera la Fed. Voilà. Et la consommation, c'est déjà calmé en Europe. Hein. C'est pas forcément le fait aux États-Unis, mais en Europe, c'est clair. Tous les ménages étaient fortement touchés par les prix alimentaires, les prix d'énergie. Sauf que les prix d'énergie sont en forte baisse maintenant. Qui nous aide beaucoup en Europe. Bien sûr. C'est jamais vraiment le cas aux États-Unis. Non seulement la consommation s'est calmée, mais c'est-à-dire que aux États-Unis, la consommation est allée au-delà de la tendance pré-Covid, quand nous, on est toujours resté en dessous. Bon, sur le match BCE-Fed, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un cas ou des cas intéressants peut-être autour de la synchronisation ou désynchronisation de ces deux grandes banques centrales? Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, elles ne sont pas dans une situation très similaire, déjà dans le mandat, vous l'avez bien dit, mais aussi lorsque vous regardez la composition de l'inflation, en Europe, elle a un facteur énergie qui est très important, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Inversement, aux États-Unis, M. Powell a un problème. Les services, c'est aujourd'hui 90% de l'inflation. Les services, ça met du temps à descendre, c'est très résilient, c'est moins sensible aux politiques monétaires, très sensible au marché du travail. Et manque de chance, le marché du travail est très robuste aux États-Unis. Donc il y a des matières aux États-Unis à être patient. Parce qu'effectivement, cette dimension service qui explique la grosse partie de l'inflation va mettre du temps à descendre et le marché du travail va mettre du temps à se desserrer. En Europe, on n'a pas été touché de la même manière. Non, aujourd'hui en Europe... Ça peut aller plus vite alors. Ça peut aller plus vite. Le ralentissement économique en Europe est plus prononcé et peut-être plus avancé qu'aux États-Unis. Donc peut-être que la marge de manœuvre sera plus importante en Europe plus rapidement qu'elle ne pourra l'être aux États-Unis dans ce scénario de résilience de l'inflation. Bon. Demain pour la Banque Centrale Européenne et les autres, Banque d'Angleterre également. On attend là aussi maintenant un pivot de la Banque d'Angleterre avec 100 points de base de baisse de taux anticipés par le marché côté britannique pour 2024. Un dernier mot peut-être, Vincent, du pétrole. Je le disais d'un mot tout à l'heure dans le rallye général de novembre. Alors c'était rallye obligataire, rallye action, tout ça se poursuit encore en cette première partie du mois de décembre. L'exception, c'est quand même les matières premières, à commencer par le pétrole. Est-ce que ça nous éclaire sur quelque chose de particulier ? Il y a deux manières de voir les choses, sous l'angle de la demande ou de l'offre. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce n'était pas tellement une révision à la baisse de la demande de pétrole, vu la consommation, puisqu'on ne voit pas un effondrement de l'activité. Donc je pense que c'est effectivement, maintenant on le sait, c'est une offre qui a beaucoup grossi du côté des producteurs américains, mais également de ceux qui étaient un peu pénalisés, comme l'Iran ou d'autres pays sous contrainte, comme l'URSS, pas comme la Russie. Donc, lapsus révélateur. Donc voilà, et ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc je pense qu'on ne peut pas regarder le pétrole comme baromètre de prévision économique. En ce qui concerne les autres matières premières, le premier gros consommateur reste quand même la Chine, et ça nous montre aussi que de ce point de vue-là, la reprise attendue ou le rebond que l'on attendait ne s'est pas vraiment matérialisé, ou en tout cas pas aussi fortement que ça, et qu'on est toujours dans l'attente de décisions des autorités chinoises pour voir ce qu'ils font. Certes,
pour sauver leur secteur immobilier, mais également pour rééquilibrer la croissance. On n'a pas beaucoup de détails sur les décisions, ni même l'objectif de croissance encore pour l'an prochain. Il y a eu une grande conférence qui s'est tenue en début de semaine, au plus haut niveau. Ce qu'on sait, c'est que l'objectif suprême l'an dernier était celui de la prospérité, de la consommation domestique. L'objectif suprême pour 2024, ce sera un outil industriel rénové, amélioré, modernisé. Voilà. C'est le premier objectif qui a été fixé en Chine à l'occasion de cette conférence. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont Oudart, Edmund Ching, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management, et Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikeo Capital.